permettez-moi de vous présenter mon travail sur l'apport de l'éco-repérage dans la ponction des fistules artério-veineuses d'accès difficile en hémodialyse. La fistule artério-veineuse est l'abord vasculaire de choix recommandé en hémodialyse chronique. La ponction des fistules artério-veineuses chez les hémodialysés chroniques est un geste courant chez les infirmiers, néanmoins celui-ci peut s'avérer difficile. En effet, les ponctions traumatiques ou mal faites sont source de difficultés et de perte des faves. Le recours à l'éco-repérage permettrait de préserver les fistules artério-veineuses, de diminuer le stress lié à la ponction et de réduire le risque de complications. Le but de cette étude est de comparer les résultats de la ponction des fistules difficiles sans et avec éco-repérage. Pour cela, nous avons mené une étude prospective interventionnelle au sein de 2 centres d'hémodialyse privés AMCNAS pendant 9 semaines, du 30 janvier au 2 avril 2023. Notre étude s'est étalée sur 3 étapes, une étape de formation, une étape de diagnostic et une étape interventionnelle. La première étape consistait à une formation d'un résident en néphrologie, naïf en matière de Doppler, des faves, par un néphrologue référent. Elle a inclus une formation théorique en parallèle avec une phase observationnelle d'une durée de 2 semaines, durant laquelle 12 faves ayant posé un problème nécessitant le recours au Doppler ont été étudiés. Ces patients n'ont pas été inclus dans notre étude. À la fin de cette étape, le médecin résident en néphrologie a réalisé des examens de faves par échographie Doppler sous la supervision du même formateur pendant 1 semaine, avec une concordance totale des résultats autorisant le passage à l'étape suivante de l'étude. La deuxième étape est de diagnostic. Parmi les patients dialysés dans les 2 centres ont été inclus ceux acceptant de participer et répondant aux critères d'inclusion définis comme une fistule profonde de plus de 6 mm, la présence d'un hématome au regard de la fave, un cordon veineux fin inférieur à 6 mm ou toute ponction considérée difficile par les infirmières référentes ayant une expérience en dialyse de plus de 15 ans. Les patients ayant une phase prothétique et dont la confection date de moins de 6 semaines ont été écartés de l'étude. Un échodoppler avisé diagnostic a été réalisé pour ces faves, dont les résultats ont été revérifiés par l'expert en cas d'anomalie retrouvée. Au terme de cette étape, un échodoppler avisé diagnostic a été réalisé pour ces faves, dont les résultats ont été revérifiés par l'expert en cas d'anomalie retrouvée. Au terme de cette étape, les faves présentant une anomalie nécessitant une intervention chirurgicale ont été exclues de la suite de l'étude. Enfin, la dernière étape était interventionnelle. Nous avons inclus les faves présentant une sténose ou Doppler, mais non opérées, et les faves n'ayant pas d'anomalie au Doppler, mais jugées difficiles par les infirmières référentes. Nous avons comparé les résultats de la ponction de ces fistules sans éco-repérage pendant 3 semaines avec ceux après un repérage échographique pendant les 3 séances suivantes. Les ponctions étaient réalisées par la même infirmière pour chaque patient. La technique de ponction était celle de buttonhole. Nous avons comparé la difficulté de ponction selon les 2 méthodes, avant et après éco-repérage, évaluée par l'infirmière d'une part et par le patient d'autre part, selon l'échelle de Likert. Nous avons également comparé le temps de saignement, la douleur. Notre étude s'est étalée sur 3 étapes, une étape de formation, une étape de diagnostic et une étape interventionnelle. Nous avons travaillé avec un échographe portable sans fil de 10 MHz. La méthode consistait d'abord à une échographie de la fave pour visualiser sa profondeur, son diamètre et son débit. Ceci nous a permis de tracer une point de ponction avec un marqueur indélébile. Une photographie de ces points a été délivrée à l'infirmière pour lui permettre de ponctionner les fistules lors des séances suivantes. Parmi les 300 hémodialysés chroniques dans les 2 centres, 40 avaient des fistules artério-veineuses jugées difficiles à ponctionner selon les critères d'inclusion. Le diagnostic de sténose de la fave a été posé chez 9 patients, dont 3 ont bénéficié d'une réimplantation. Une fave a été dilatée. Les 5 faves sténosantes restantes sont restées sous surveillance. Une autre fave a été exclue car elle présentait un épaississement vasculaire pariétal hyperéchogène expliquant la difficulté à la ponction. Au final, 35 patients ont été inclus dans la phase interventionnelle de l'étude. L'âge moyen de nos patients a été de 60,62 avec des extrêmes d'âge de 20 ans et 86 ans, dont 13 hommes et 22 femmes, soit un sexe ratio de 0,59. La néphropathie causale était le plus souvent diabétique, soit 43,75%. La majorité des patients avaient des facteurs de risque cardiovasculaire, soit 71,42%. L'ancienneté moyenne en hémodialyse était de 51 mois, dont 80% des cas il s'agissait d'une première fave. La majorité des faves étaient distales. L'anomalie à l'examen clinique a été détectée chez 3 patients. La localisation anatomique
anatomique des FAV était radio-radial chez 12 patients, humorocéphalique chez 12 patients, radiocéphalique chez 9 patients et humorobasilique chez 2 patients. Parmi les 35 FAV, 18 FAV avaient un cordon inférieur à 6 mm, 5 FAV étaient profonds plus que 6 mm, 10 FAV étaient difficiles à ponctionner par les infirmières et 2 FAV étaient compliqués d'hématomes post-traumatiques. Nous avons ensuite comparé les résultats de la ponction des 35 fistules puis avec éco-repérage. Dans 91,4% des cas, la difficulté de ponction évaluée par l'échelle de Likert, le temps de saignement et la douleur à la ponction ont été significativement plus faibles après éco-repérage. À noter que chez 3 patients, la première ponction n'a pas pu être réalisée qu'après éco-repérage. Dans 8,6% des cas, soit n égale à 3, la difficulté de ponction n'a pas été améliorée par l'éco-repérage. Il s'agissait de 3 fistules parmi les 5 sténosées mais non opérées qui ont été gardées sous surveillance. Aucune complication liée à la ponction n'a été rapportée ni avant ni après éco-repérage. Notre étude a confirmé que la sténose est une cause fréquente de difficultés de ponction de fistules qui peut être dépistée par un examen échodoppler et nécessiter parfois une dilatation ou une réimplantation. Vous voyez ici l'exemple d'une FAV humorobasilique avec retard de maturation pour laquelle l'échodoppler a détecté une sténose juxta-anastomotique avec une profondeur de la veine à 9 mm. Le patient a bénéficié d'une dilatation et une superficialisation de la FAV. Ici, l'image d'un épaississement pariétal vasculaire hypoéchogène qui pouvait expliquer la difficulté de ponction chez ce patient. Dans la littérature, la plupart des études ont comparé la ponction éco-guidée à la ponction à l'aveugle. L'étude d'Eves a comparé 170 ponctions éco-guidées contre 176 ponctions à la technique usuelle. Et comme résultat, la ponction éco-guidée a permis de diminuer le recours aux besoins de ponction par une autre personne, ainsi qu'une diminution du nombre de tentatives. Par contre, le temps de cannulation était supérieur en comparaison avec la ponction à l'aveugle, avec une amélioration de celui-ci au fur du temps. Eves a montré l'efficacité de l'introduction d'un coprogramme de formation sur l'échodoppler pour les infirmières. En effet, la durée de formation était de 4 semaines. La formation dans notre étude a duré 3 semaines. Dans notre étude, devant le souci d'asepsie et d'hygiène, nous avons étudié l'apport de l'éco-repérage et pourtant nos résultats concordent avec celles utilisant l'éco-guidage et soulignent l'intérêt de généraliser cette technique à toute fonction de FAV. L'échographe utilisé dans la plupart des études était un échographe fixe. Dans notre étude, nous avons utilisé l'échographe portable en raison de la légèreté du matériel, le rendant plus pratique. Donc, pour conclure, l'échodoppler est une technique simple, répétitive et non vulnérante, permettant une évaluation à la fois morphologique et fonctionnelle des abords vasculaires pour hémodialyse périodique. La ponction après éco-repérage est une approche potentiellement rentable pour la cannulation des fistules d'accès difficile. Elle a permis un soulagement considérable d'un côté pour le patient et sa fistule et de l'autre côté pour les infirmières. Une diminution des complications secondaires aux tentatives répétées de cannulation et la détection de la cause de difficultés de ponction de fistules qui peut être une sténose nécessitant parfois une dilatation ou une réimplantation afin de prévenir une thrombose. Donc, je veux remercier Dr Tracy et son équipe de m'avoir réalisé cette étude et merci pour votre attention. Merci. Chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter un aperçu sur notre étude intitulée « La pose du cathéter par le néphrologue, une méthode sûre et efficace pour améliorer l'accès à la dialyse péritonéale ». Pour ceci, on va suivre le plan suivant, commençant par une introduction, matériel et méthode, résultats, discussion avant de conclure. Donc, la dialyse péritonéale, c'est une option thérapeutique efficace qui va permettre aux patients une autonomie et d'exercer leurs activités socio-professionnelles, contrairement à l'hémodialyse, sauf qu'actuellement, le recours à cette méthode de suppléance rénale reste toujours insuffisant. Donc, la dialyse péritonéale nécessite la pose d'un cathéter dans la cavité péritonéale pour assurer l'infusion et le drainage du liquide de dialyse péritonéale. Le bon fonctionnement de ce cathéter est nécessaire pour la réussite et l'efficacité de la dialyse péritonéale.
Il existe 3 techniques de pose de cathéter de dialyse péritonéale. La célioscopie qui est la plus recommandée et la plus utilisée, la mini-laparotomie qui peut être effectuée par un chirurgien comme par un néphrologue, et la percutanée suivant la technique de Seldinger qui peut être réalisée avec ou sans guidage échographique ou fluoroscopique, avec un risque faible de complications mécaniques et qui peut être réalisée chez les patients qui ne sont pas éligibles à l'anesthésie générale. Donc, pour les objectifs de notre étude, c'était d'évaluer l'impact de la pose du cathéter par le néphrologue sur l'incidence des patients en dialyse péritonéale, comparer le taux de réussite entre la pose chirurgicale et la pose par le néphrologue, comparer les complications à court et à long terme, et ceci, c'était pour promouvoir la méthode la plus efficace et la moins pourvoyeuse de complications. Donc, c'était une étude rétrospective s'étalant entre janvier 2008 au décembre 2022, incluant tous les patients mis en dialyse péritonéale dans notre centre. À noter qu'entre janvier 2008 et mars 2018, la pose était réalisée exclusivement par le chirurgien, alors qu'à partir d'avril 2018, on a initié la pose par un néphrologue dédié. La pose par le néphrologue, elle était surtout percutanée selon la technique de Seldinger. On commence par un repérage en position assise, anesthésie locale, puis dissection jusqu'à mettre à nu la ligne blanche, ponction de la cavité péritonéale par un trocar, injecter 10 cc de sérum salé pour s'assurer qu'on est dans la cavité, puis création d'un acide artificiel en injectant 2 litres de sérum salé isotonique, insertion du guide, introduction du dilatateur avec une gaine pelable qui va permettre l'introduction du cathéter en pelant progressivement la gaine jusqu'à ce que le dacron soit au contact de la gaine de la ligne blanche. Après, on va faire un test du fonctionnement du cathéter qui doit ramener le liquide librement avec un bon débit. Par la suite, on va créer un tunnel et on va faire sortir le cathéter au niveau de l'orifice de sortie et mettre le prolongateur. Donc, on a rempli un questionnaire détaillant les paramètres cliniques et paracliniques à partir des dossiers écrits informatiques sur le DXCare. On a aussi on s'est intéressé à l'incidence des patients en dialyse péritonéale chaque année et on a fait l'analyse statistique par le logiciel Jamovi. Donc, au total, on avait 66 patients inclus dans l'étude, l'âge moyen de 46 ans, avec prédominance masculine à 56%. La maladie rénale diabétique, elle était retrouvée chez 22% des patients. Les 3/4 des patients, ils étaient autonomes. La pose du cathéter, elle était faite par un néphrologue chez 28 patients, soit 42,4%. Elle était faite par voie percutanée chez 22 patients, soit 33,3%. Par mini-laparotomie chez 6 patients, soit 9%. Et elle était faite par un chirurgien chez 38 patients, soit 57,6% de la totale des patients. Et par célioscopie chez 24 patients, soit 36,4%. Par mini-laparotomie chez 14 patients, soit 21,2%. Donc ici, on a une courbe décrivant l'évolution de l'incidence des patients en dialyse péritonéale chaque 2 ans. On remarque qu'à partir de 2018, après l'initiation de la pose par le néphrologue, on a une augmentation considérable du nombre de patients mis en dialyse péritonéale et surtout avec l'avènement du Covid-19 où l'accès au bloc il était difficile et du coup la pose elle était effectuée essentiellement par un néphrologue. L'augmentation elle était de 100%. Le taux de succès du cathéter de DP était de 88% chez le groupe A qui a bénéficié d'une pose par le néphrologue, contre 93% dans le groupe B qui a bénéficié d'une pose par le chirurgien, mais sans différence significative. Le taux de survie du cathéter à 1 an, il était de 78% dans le groupe A contre 82% dans le groupe B, sans différence significative. Mais par contre, on a un délai d'attente de 5 jours en moyenne dans le groupe A contre 15 jours en moyenne dans le groupe B. C'est une valeur pi de 0,03. La longueur de l'incision en millimètres, elle était de 10 mm dans le groupe A contre 15 mm dans le groupe B, sans différence significative. Pour les complications mécaniques immédiates survenant à moins de 3 mois de la pose du cathéter, on a un total de 32% des patients qui ont fait des complications mécaniques dans le groupe A contre 26,3% des patients dans le groupe B, mais sans différence significative. On n'avait pas de perforation intestinale. On avait 3 patients qui ont fait l'hématome hémorragie dans le groupe A contre 2 dans le groupe B, sans différence significative. On avait 4 patients qui ont fait une migration du cathéter dans le groupe A contre 5 dans le groupe B, sans différence significative. Il n'y avait pas de fuite dans le groupe A, mais par contre 2 cas de fuite dans le groupe B, sans différence significative. Le défaut de drainage s'est retrouvé chez 2 patients dans le groupe A, contre un seul patient dans le groupe B, sans différence significative. L'échec primaire, il était retrouvé chez 2 patients dans le groupe A, contre un seul patient dans le groupe B, sans différence significative.
Pour les complications infectieuses immédiates, on a trouvé 46,4% des patients ont fait des complications infectieuses dans le groupe A contre 39,5% des patients qui ont fait des complications infectieuses dans le groupe B, mais sans différence significative. Ces complications étaient prédominées par les péritonites chez 8 patients dans le groupe A contre 10 patients dans le groupe B, sans différence significative. Tunnélite chez 2 patients dans le groupe A contre 3 patients dans le groupe B, sans différence significative. L'infection de l'orifis, elle était retrouvée chez 3 patients dans le groupe A contre 2 patients dans le groupe B, sans différence significative. Donc, pour les complications tardives, on a les complications mécaniques se sont retrouvées chez 39,3% des patients du groupe A contre 34,2% du groupe B, sans différence significative. Et c'était surtout un déplacement du cathéter chez 6 patients dans le groupe A contre 4 patients dans le groupe B, sans différence significative. L'hernie, elle s'est retrouvée chez 3 patients dans le groupe B, mais aucun cas dans le groupe A. Les fuites, aucun cas dans le groupe A, un seul cas dans le groupe B, sans différence significative. La dysfonction du cathéter, 5 cas dans le groupe A et 5 cas dans le groupe B. Pour les complications infectieuses, 53,5% des patients du groupe A, ils ont fait des complications infectieuses faites surtout de péritonite, contre 42,1% dans le groupe B, mais sans différence significative. Donc, dans la littérature, on a trouvé l'étude de Zinli et Hall qui ont comparé les complications et l'efficacité entre la mise en place du cathéter, entre la pose percutanée et la pose par célioscopie. Ils ont trouvé qu'il y a moins de complications mécaniques et infectieuses dans la pose percutanée, alors que nous, on a trouvé qu'il n'y a pas de différence significative. Et ils ont trouvé aussi que le temps opératoire, il était plus lent dans la pose de cathéter par chirurgie, avec pi moins de 0,05. L'étude devant Lanen, elle a étudié le taux de survie du cathéter à un an entre la pose par laparotomie et par laparoscopie. Ils ont trouvé des taux de 70% et 60%. Dans notre étude, on a trouvé des taux qui sont plus élevés à 78% dans la pose percutanée et 82% dans la pose par célioscopie. À noter que la pose percutanée était faite par le néphrologue et la célioscopie par le chirurgien sup. Donc, en conclusion, la pose du cathéter de dialyse péritoniale par le néphrologue est une méthode sûre, simple, efficace. Elle a l'avantage de permettre une meilleure continuité des soins. Elle augmente l'incidence des patients en dialyse péritoniale. Elle réduit aussi le temps d'attente pour la pose du cathéter et du coup le temps de l'hospitalisation, ce qui va réduire ensuite le coût de la prise en charge globale. Merci pour votre attention. Merci. Cher maître, honorable assistance, je me permets de vous présenter un résumé sur notre travail intitulé « La mesure de la sécrétion lacrymale chez les patients hémodialysés chroniques au service de néphrologie hémodialyse du CHU Ibn Rushd de Casablanca ». Pour ce faire, nous avons choisi le plan suivant. Après une brève introduction, nous allons passer en revue des différents patients et méthodes utilisées. Nous exposerons ensuite les résultats obtenus et nous les discuterons à la lumière de la littérature avant de conclure. En guise d'introduction, le syndrome de l'ESSEC est un trouble multifactoriel d'apparence bénigne. Il peut entraîner de graves dégradations de la structure oculaire qui altèrent la vision et la qualité de vie des patients. La maladie peut être symptomatique, caractérisée par un cercle vicieux d'instabilité et d'hyperosmolarité du film lacrymal. Une altération de la qualité du film lacrymal ainsi que des modifications de la surface oculaire ont été retrouvées chez les patients en hémodialyse chronique. L'objectif de notre travail était de mesurer la sécrétion lacrymale et rechercher les symptômes et analyser les facteurs de risque liés à la sécheresse oculaire chez les patients hémodialysés chroniques. Passons au matériel et méthodes. Donc, il s'agit d'une étude transversale, descriptive et analytique qui s'est déroulée au sein du service de néphrologie du CHU Ibn Rushd de Casablanca. Nous avons inclus les patients hémodialysés régulièrement depuis au moins un an et nous avons exclu les patients hémodialysés pour insuffisance rénale aiguë et les patients recevant un traitement topique, collyre ou pommade. Un test de Schirmer a été réalisé chez tous nos patients avant la séance d'hémodialyse. Le test de Schirmer a été utilisé pour l'étude de la sécrétion lacrymale. Il était réalisé sans anesthésie avec un patient qui devait garder ses yeux fermés. Une bandelette de papier buvard gradué était placée dans les fornices inférieures externes du patient pendant 5 minutes. La sécrétion était normale si la longueur du papier buvard imprégné par les larmes était supérieure à 10 mm. On parlait d'une hyposécrétion modérée si l'imprégnation était entre 6 et 10 mm et une hyposécrétion sévère si elle est inférieure à 5 mm. Donc, grâce à un questionnaire, l'Ocular Surface Disease Index, on a recherché les symptômes en rapport avec la sécheresse oculaire, tels que la photophobie, brouillard visuel, baisse l'acuité visuelle. Ce test évalue également la sévérité de la symptomatologie, son retentissement sur la fonction visuelle.
Il comporte 12 questions. Les réponses étaient notées de 0 à 4 par question posée pour un score total maximal variant de 0 à 100. Sur la base du score final, la symptomatologie du patient était classée en normale entre 0 et 12, légère entre 13 et 22, puis modérée entre 23 et 32 et sévère entre 33 et 100. Pour les résultats de notre travail, donc nous avons évalué la sécrétion lacrymale de 40 patients hémodialysés, soit 80 yeux, 51% de femmes, 89% d'hommes, avec un âge moyen de 40 ans, plus ou moins 5. Concernant la durée moyenne de dialyse, c'était de 35 mois, plus ou moins 30,2. La néphropathie initiale, dans 60% des cas, c'était une néphropathie indéterminée, dans 17,5% des cas, c'était une néphropathie diabétique. Concernant l'abord vasculaire, 50% de nos patients avaient une FAV native, 20% une FAV prothétique et 30% de cathéter. 60% de nos patients étaient asymptomatiques et 40% symptomatiques, avec une symptomatologie minime chez 13%, modérée chez 25% et sévère chez 2% de patients. Après mesure de la sécrétion lacrymale des 80 yeux au test de Schirmer, nous avons retrouvé une sécrétion normale pour 50 yeux, soit 70%, et une hyposécrétion pour 30 yeux, soit 30%. L'analyse des variables liées à l'hyposécrétion lacrymale, on a trouvé une corrélation significative avec le diabète, le sexe et l'ancienneté en dialyse, et non significative avec la symptomatologie. Pour la discussion de nos résultats, à travers la revue de la littérature, peu d'études se sont intéressées à la sécheresse oculaire chez les patients hémodialysés chroniques. Je rapporte une étude réalisée en Égypte en 2016 sur des troubles de la surface oculaire chez un groupe d'enfants hémodialysés, contrairement à notre étude qui s'est intéressée à une population exclusivement adulte. Les patients présentant des symptômes de sécheresse oculaire représentaient 26% versus 40% dans notre étude. L'étude s'est intéressée également à la physiopathologie de l'œil sec chez l'hémodialysé, en montrant que la métaplasie squameuse de l'épithélium conjonctival et les calcifications conjonctivales et cornéennes étaient responsables de l'apparition d'une sécheresse oculaire chez l'hémodialysé. Cependant, notre travail n'a pas étudié les calcifications oculaires chez les patients. Une autre étude menée toujours en Égypte en 2022 montrait une corrélation entre la sécheresse oculaire et l'ancienneté en dialyse, ce qui concorde avec nos résultats. Cette étude menée en Philadelphie a démontré l'effet bénéfique de l'urée lacrymale dans la concentration et celle de l'urée plasmatique chez les hémodialysés qui sont restés asymptomatiques pour la sécheresse oculaire. Résultat retrouvé également dans notre étude, l'urée assouplit la kératine, favorise l'épithélialisation, diminue l'action des fibroblastes et l'activité mucolytique au niveau de la surface oculaire. De ce fait, elle peut être bénéfique pour la surface oculaire des sujets hémodialysés et peut ainsi protéger leurs yeux des kératites. En effet, cette propriété a permis l'utilisation de l'urée depuis des décennies comme préparation cutanée topique pour la sécheresse cutanée. Pour conclure, la sécheresse oculaire est une pathologie fréquente, souvent sous-estimée. Les patients hémodialysés chroniques sont susceptibles de développer une hyposécrétion lacrymale. Il est donc très important de savoir dès la première consultation poser le diagnostic et d'avoir recours aux examens d'exploration les plus adaptés afin de caractériser au mieux la sévérité, le type et le retentissement de cette pathologie sur la vie quotidienne des patients et devrait être recherché systématiquement chez le patient hémodialysé chronique pour une prise en charge adéquate. Je vous remercie. Dear professors and honorable attendants, I'm honored and delighted today to present in front of you a summary of our department's work on the initiation of kidney replacement therapy in the elderly in emergency settings. To approach the subjects, we're going to adopt this particular scheme. We're going to start with background, followed with methods. We're going to present some results. We're going to have a discussion before concluding. Acute kidney injury and chronic kidney disease are frequently observed, and their incidence has increased markedly over the past decades. The high frequency of comorbidities, particularly arterial disease, diabetes, and arterial hypertension, of elderly patients during the first month following initiation of hemodialysis increases the mortality in Morocco, like across the world. We assist to a gradual increase in the number of elderly subjects on hemodialysis due to the aging of the population, as well as the growing prevalence of chronic kidney disease. In our context, hemodialysis is the most common form of kidney replacement therapy for old patients and exposes to various risks that should be known in order to prevent them. Our work aims to determine the clinical, biological parameters, complications that occur during dialysis sessions, and hospitalization, as well as kidney outcome and in hospital mortality in elderly patients who have initiated hemodialysis in emergency settings. The data collected, this was a descriptive and analytical retrospective study
The study duration was 6 years, spanning from January 2017 to December 2022. We included all patients aged over 65 years old who presented with acute kidney injury or chronic kidney disease requiring emergency hemodialysis. We excluded chronic hemodialysis patients, patients on peritoneal dialysis, and kidney transplant patients who presented with an dialytic emergency. The location of our study was our departments of nephrology and dialysis of Mohammed VI University Hospital of Oujda. Data collected, we used computerized patients' records, medical records, and the paper register of prescriptions, and follow-up of hemodialysis session. The data collected was analyzed using an SPSS 25 statistical software. In order to study the risk factors of kidney recovery function, 2 groups of patients were identified. Group number 1, patients who have fully or partially recovered their kidney function, not requiring hemodialysis, and group number 2, patients who have not recovered their kidney function and who have remained dependent on dialysis. And to study the risk factors for in-hospital mortality, 2 groups of patients were identified. Group number 3, patients who died during hospitalization and after initiation of hemodialysis. And group number 4, patients alive after initiation of hemodialysis and haven't left the hospital structure alive. Data on 632 patients were collected during the study period. Our study showed that the prevalence of admissions of elderly subjects in nephrology for dialytic emergency was 38.8% of the total number of admissions. The mean age of our patient was 74 years old, 15% of whom were over 85 years old, with a female predominance of 55%. History of arterial hypertension and diabetes were observed in 62.3% and 74.2% of patients, respectively. History of cardiopathy was reported in 44% of our patients, while 23% of the patients, only males, had a toxic habit, including smoking and or drinking. Patients who underwent an emergency hemodialysis session in nephrology were referred by different departments, of which 48% were admitted from the emergency room, 12% were from cardiology, and 7% were from the ICU, the intensive care units. The main indication to initiate or perform an emergency hemodialysis session were symptomatic uremic syndrome, digestive or neurological, acute pulmonary edema, and life-threatening hyperkalemia in 54%, 47.3%, and 38% respectively. 82% of our patients were conscious, 53.2% were hypertensive, and 49% were dyspneic. The mean serum creatinine on admission was 94.5 milligram per liter. Among the 632 included patients, 240 were already followed for chronic kidney disease, with an estimated glomerular filtration rate between 15 and 30 milliliter per minute. 23% of patients had thrombocytopenia, and 17% had hyperleukocytosis. 62% of our patients had hyperkalemia greater than 6 millimole per liter, and 43% had severe anemia requiring transfusion. 42% and 12% of patients had oliguria and anuria, respectively. And the ultrasound showed that 7% of our patients were obstructive. And the 632 included patients underwent a total number of 1,568 intermittent hemodialysis sessions. 88% of patients had a short duration catheter as a vascular access, and 12% had a prefabricated native vascular access, an arteriovenous fistula. None of our patients had benefited from anticoagulation during the first session of hemodialysis. And the main incidents observed in paired dialysis were respectively arterial hypertension, coagulation of the extracorporeal circuits, hemorrhage and dysfunction of the vascular access, and hematoma of the first puncture of the fistula. Infectious complications were observed in 35.2 and were related to infections of hemodialysis catheter. Thrombophlebitis of the lower limb on femoral catheter was observed in 2.2% of the cases, and the average duration of carrying a femoral catheter was 6 plus or minus 3 days. In hospital mortality rates during the 3 weeks follow-up, all departments included, was 14.4%, of which 65.9% had acute kidney injury, and 53% were from the second age group of 65 to 74 years old.
Kidney outcomes in elderly surviving patients depended on the type of kidney injury. 51.7% and 43% of patients initially admitted for chronic kidney disease and acute kidney injury not diseased remained dependent on dialysis after 3 weeks of hospitalization. Risk factors for mortality in elderly patients in the univariate and multivariate analysis. The variable used to predict mortality risk factor will include age, male gender, medical history, dialysis indication, and complication that occurred during hemodialysis session and hospitalization. Severe infection and peridialytic arterial hypotension were identified as independent risk factors of mortality. As for risk factors for non-recovery of kidney function in elderly patients in univariate analysis, the variables used to predict the non-recovery of kidney function including age, male gender, medical history, the presence of oligoanuria, and the need of multiple hemodialysis sessions. Only history of cardiopathy was identified as a risk factor for non-recovery of renal function in univariate analysis. Funk and authors studied 424 patients admitted to nephrology for management of an acute kidney injury, observed that subjects over the age of 65 years old represented more than 80% of these admissions, and the etiologies of acute kidney injury were sepsis and hemodynamic instability, in particular hypovolemia. In our study, acute kidney injury accounted for 54% of all admissions of elderly patients for a dialytic emergency, of which 8.3% were obstructive. The American Registry of End-Stage Renal Disease has objectivied a mortality rate of 14% in people aged over 67 during the first 3 months following the initiation of chronic kidney hemodialysis. In our study, the mortality rate was 14.4% per dialytic hypertension and severe infection were identified as the independent risk factor for mortality. In a meta-analysis including 17 studies, Schmidt and authors showed that renal function recovery was observed in 31.3% of elderly subjects. In our study, age and male gender were not identified as risk factors for non-recovery of renal function. Thus, history of cardiopathy was identified as a risk factor for non-recovery. Today, we cannot consider the risk encountered during the initiation of dialysis in 67-year-old patients in the same way as a 91-year-old patient, even they both considered elderly subjects. The approach must be completely different and individualized according to these two profiles. Beginning therapy prior to onset of overt uremia or malnutrition is strongly encouraged in elderly patients. Intermittent hemodialysis as a technique remains well tolerated, and achieving a balance between the benefits and adverse problems associated with the rigors of kidney replacement therapy is key. And thank you so much for your attention. Merci, cher maître. Tout d'abord, je tiens à remercier infiniment la Société marocaine de néphrologie de nous avoir donné l'opportunité pour participer aux journées Mahfoud et de me permettre de vous présenter notre travail intitulé « La survie des patients hémodialysés chroniques suite à l'infection au SARS-CoV-2 ». Au terme d'introduction, et en mars 2020, les premiers cas de contamination au SARS-CoV-2 ont apparu au Maroc, menaçant le pronostic vital des hémodialysés chroniques qui avaient un risque important de transmission virale dû principalement au déficit immunitaire, la présence des comorbidités, l'âge avancé et la fréquentation des structures de soins. Notre travail a pour objectif de décrire le profil épidémiologique, clinico-biologique et thérapeutique chez les hémodialysés chroniques suite à l'infection au SARS-CoV-2, d'évaluer la survie globale à court terme et de déterminer les facteurs prédictifs associés à la mortalité. Donc pour ceci, nous avons mené une étude rétrospective multicentrique à visée descriptive et analytique, incluant 11 centres d'hémodialyse de la préfecture d'Agadir, étalés sur une période de 10 mois, allant du mars 2020 au décembre 2020. Nous avons inclus tous les patients hémodialysés chroniques atteints du Covid-19 dans la province d'Agadir, d'Idaouchanan, et dont le diagnostic a été retenu devant soit une PCR ou sérologie positive, soit un aspect évocateur sur la TDM thoracique. Le recueil des données a été fait à partir d'une fiche d'exploitation et l'analyse des données a été faite sur le logiciel SPSS. Concernant nos résultats, et sur 1200 hémodialysés chroniques, nous avons recensé 114 patients infectés par le SARS-CoV-2, parmi lesquels 15 sont décédés à J30 d'évolution.
Pour les caractéristiques de la population étudiée à l'inclusion, la prévalence de l'infection Covid était de 9,5%. L'âge moyen de nos patients était de 61 ans, avec une légère prédominance masculine et une ancienneté en hémodialyse qui dépasse 7 ans en moyenne. Donc l'HTA et le diabète étaient les principales causes de l'insuffisance rénale chronique terminale. Pour l'abord vasculaire, 93% des patients avaient une phase native. Les comorbidités les plus fréquentes dans notre échantillon étaient l'HTA, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Sur le plan clinique, les signes fonctionnels à l'admission étaient présents chez 88% de nos patients, dominés par la fièvre, la toux et la dyspnée. Par ailleurs, on notait une prédominance significative de la dyspnée, l'altération du score de Glasgow et la saturation basse en oxygène chez le groupe non survivant. Pour le lieu de prise en charge, plus de la moitié des patients ont été pris en charge en ambulatoire, 33 patients dans un service de médecine et 9,6% des patients ont nécessité une prise en charge en réanimation. Sur le plan biologique, presque tous les patients avaient un syndrome inflammatoire, une lymphopénie, avec une aggravation de l'anémie sans différence significative entre les deux groupes survivants et non survivants. Sur le plan radiologique, la TDM thoracique était réalisée chez la majorité des patients avec une prédominance significative de l'atteinte très sévère chez le groupe non survivant et de l'atteinte sévère chez le groupe survivant. Pour les modalités thérapeutiques, le protocole de première intention adopté par le ministère de la Santé associant hydroxychloroquine et l'azithromycine était utilisé chez 65% des patients, alors que le protocole comportant un antiviral était prescrit chez 31% des patients en présence de toute contre-indication à la chloroquine. La corticothérapie a été indiquée chez presque la moitié de nos patients. Pour l'oxygénothérapie et dans le groupe non survivant, le besoin en oxygène était plus important avec recours aux méthodes plus invasives. L'anticoagulation préventive était plus fréquente chez le groupe non survivant, liée probablement à la sévérité de l'atteinte, la prise en charge en milieu réanimatoire et l'élévation du temps moyen de 10 dimères. Donc, l'évolution était favorable chez 86,8% des patients, avec un taux de mortalité élevé estimé à 13,2% des cas. Donc, la majorité des patients décédés étaient en réanimation, 2 cas hospitalisés au service de médecine et 4 patients donc, traités à domicile avec aggravation secondaire. Concernant la survie à court terme, presque la moitié des patients ayant séjourné en réanimation sont décédés au 10e jour d'hospitalisation, alors que la survie chez les patients après intubation ne dépassait pas 30% au 5e jour, avec un taux de mortalité à 100% à G30, comme le montrent les cours de Kaplan-Meier. Ainsi que le reste du décès est corrélé aux besoins en oxygène, puisque presque la moitié des patients sont sous masque à haute concentration sont décédés à G10 de suivi. La survie des patients à 6 mois était de 85% et tend à baisser à 24 mois, passant à 72%. Les causes de décès retrouvées au-delà de 6 mois étaient multiples, représentées principalement par les complications cardiovasculaires. En analyse multivariée, les facteurs prédictifs de mortalité dans notre série sont représentés principalement par le séjour en réanimation et l'embolie pulmonaire. Arrivons maintenant à la discussion. La prévalence dans notre série était plus basse par rapport aux différentes séries liées principalement à la mise en route du plan national de réponse et surtout par l'instauration des recommandations de prévention et de prise en charge élaborées par la Société marocaine de néphrologie en collaboration avec le ministère de la Santé. Pour les données cliniques, les signes fonctionnels les plus prédominants sont la dyspnée, la toux et la fièvre, ce qui rejoint les différentes séries de la littérature. Sur le plan biologique, la lymphopénie et le syndrome inflammatoire constituent les principales anomalies biologiques retrouvées, ce qui rejoint les données des autres études. Concernant la mortalité, un taux élevé par rapport à la population générale retrouvée dans les différentes séries de la littérature, expliqué principalement par la vulnérabilité immunitaire des hémodialysés chroniques. Cette mortalité avait comme facteur de risque associé une grande ancienneté en hémodialyse, élévation du taux de LDH et des lymphocytes, selon une étude espagnole comportant 36 patients hémodialysés chroniques. Une deuxième étude réalisée aux États-Unis avec un nombre beaucoup plus important des hémodialysés chroniques avait identifié l'âge avancé, le sexe masculin, l'origine ethnique, l'obésité, l'insuffisance cardiaque congestive et le nombre de comorbidités existants comme facteurs de risque associés à la mortalité. Et dans son méta-analyse comportant 21 études, le sexe masculin, la fièvre, la dyspnée, les taux anormaux des plaquettes, des leucocytes et de l'albumine étaient les principaux facteurs de risque associés à la mortalité, alors que dans notre série, le séjour en réanimation et l'embolie pulmonaire étaient associés à la mortalité liée à l'infection Covid-19. Donc avant de terminer, je vous signale qu'une deuxième partie de notre travail est prévue prochainement et qui intéresse la comparaison en termes de mortalité avec bras de patients hémodialysés
non infectés par le SARS-CoV-2 durant la même période et la recherche des causes de mortalité et surtout est-ce qu'il y a un lien avec le Covid chronique, même si la définition de ce dernier n'est pas encore claire et qui diffère entre les différents essais. Et enfin, je tiens infiniment à remercier tous les centres d'hémodialyse d'Agadir qui ont participé à la réussite de cette première et seule étude réalisée au sud marocain. Et merci pour votre attention.